Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. Voici tout de suite les titres de votre journal. Au quartier Avea, dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, un compatriote très mal en point demande les soins médicaux. Les détails avec Inès Gunga-Mombo. Nous y reviendrons dans un instant. Et puis football, élection du Ballon d'Or africain 2017. La Confédération africaine de football a du mal à fixer les règles du jeu. Nous verrons pourquoi avec Euphrem Biogoetso. Et on ouvre ce journal avec ce cas d'abandon familial. Je vous le disais en titre, un sexagénaire atteint d'un accident vasculaire cérébral et du diabète nommé Bertin Bilongou, de nationalité gabonaise, est abandonné par les siens. Il lance un cri de détresse à l'endroit des personnes de bonne foi pour lui venir en aide. Le reportage d'Inès Gunga-Mombo. Atteint d'un accident vasculaire cérébral AVC depuis un an, à cela se sont greffés la tension, le diabète, le problème cardiaque et la cataracte. Sieur Bertin Bilongou, sexagénaire, est abandonné à son triste sort par les siens. Une situation mal vécue par ces derniers qui éprouvent toutes les peines du monde pour se déplacer. On peut aisément lire la souffrance de ce compatriote. Celui de combien? 1000 francs. Le petit, donnez-moi le petit. Le petit Colgate. Bon, papa, moi j'ai amené l'eau. Faut pas pleurer, hein. Je pleure pas. Abandonné par les siens après sa première tentative au centre hospitalier universitaire de Libreville, où il a séjourné pendant plus de 17 jours, Bertin Bilongou nous relate les faits. Mon médecin traitant est venu me voir, il me dit, papa, s'il n'y avait que le diabète, je ne vais te sortir. Mais je ne peux pas m'engager. Tu ne marches pas. Un diabète et la tension. Bon, moi je ne savais pas. J'étais allongé là sur mon lit. Non, j'attendais mes soeurs comme j'avais un projet pour aller à Bogolo. Là, j'avais encore les parents. Elles se sont engagées qu'elles devaient venir me donner chacune sa participation. Pendant que je suis allongé là, donc les pieds sont paralysés. Le coût élevé des examens a plongé le patient dans un désarroi. Ce, malgré le fait d'être détenteur de la carte de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale CNAMGS. 120 000. J'ai dû faire des pieds et des mains. J'ai payé. Il fallait m'introduire dans un appel dans un appareil pour voir toutes les artères du corps. 1 heure de temps. Je finis avec l'opération, je prends le cliché, je dis au docteur, dites-moi quelque chose là. Il me dit non, va montrer à ton docteur. Quand je suis arrivé à l'hôpital général, pas de commentaire. Jusqu'à peu. Quand il revient là-bas, il est en larmes. Il me dit, oh, ça fait 400 000. J'ai vu le médecin, je lui ai dit vraiment, je ne peux pas. Voici un énième cas social qui devrait toucher l'esprit de solidarité prôné par les plus hautes autorités afin de venir en aide à Bertin Bilongou qui perd les forces chaque jour qui passe. Moi, le principal, si je peux trouver des gens disponibles, c'est d'abord m'emmener à l'hôpital. Rien à voir avec ce qui précède. La Confédération syndicale des travailleurs du Gabon et autres syndicats affiliés
ont tenu conjointement une conférence de presse aujourd'hui pour faire le bilan des différentes difficultés que rencontrent certaines administrations et entreprises du Gabon. Le reportage de Fabiola Mengue et Bertrand Koumili Kandoumba. Janvier 2018. Pour nous, ce n'est pas une bonne année parce que nous commençons une année non seulement avec des larmes, mais avec des détresses. C'est dire que le passif de 2017 est devant nous, il n'est pas derrière nous. C'est pourquoi la Confédération avait arrêté lors de son conseil extraordinaire avec l'ensemble des affiliés qu'il fallait mener une action par rapport à la situation des travailleurs de Bouygues qui ont été abandonnés à eux-mêmes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous pourrons parler que la situation de Bouygues, nous en avons déjà sur le plan local une déclaration de licenciement pour motif économique qui a été faite par le ministre du Travail. C'est des exceptions. Il faudra en admirer. La deuxième des choses, c'est de voir une entreprise multinationale et de surcroît française abandonner le site, voire tout le matériel et le personnel, sans une communication préalable. De tout ceci, nous avons donc décidé que nous allons mener une action avec tous les affiliés et ceux qui seront autour de nous. Mesdames et messieurs, pour déclencher une grève de solidarité ce mercredi 10 janvier, mercredi prochain, 2018. La Confédération syndicale des travailleurs du Gabon vous remercie d'avoir répondu à son invitation. Cette conférence de presse vient suite après le lancement du préavis de grève du 2 novembre 2017, lequel ne pouvait excéder 15 jours et qui reste à ce jour pendant au moment de cette conférence de presse. Vous en douterez bien sûr. C'est rare, le préavis de grève de 8 jours, de 15 jours, et puis on passe un mois sans qu'il y ait un déclenchement de préavis de grève. Pour nous, c'est une façon de travailler. C'est pourquoi la CSTG a retenu 5 points qu'on expose de manière sommaire. En point 1, nous allons essayer de partager avec vous la Constitution de la République et ses référentiels et préambules. Deuxième point, les caractéristiques du dialogue social national. Le troisième point, c'est les normes internationales de l'OIT ratifiées par le Gabon, entre autres, les déclarations irrélatives. Le quatrième point va être bien sûr le rappel des faits de Bouygues et règles. Cinquième point, déclenchement de la grève la semaine prochaine, bien sûr, dont on vous a déjà donné la substance. Ajoutons que cette conférence de presse organisée par la Confédération syndicale des travailleurs du Gabon et autres syndicats affiliés a permis également de faire le point sur la situation difficile que traverse Bouygues Énergie. Bouygues Télécom, qui traverse une situation des plus délicates depuis plusieurs mois pour cause de licenciements abusifs, les agents de cette entité ne savent plus où donner de la tête. De la CSTG, M. Camille Mombo, qui, au regard de la situation de Bouygues, a pensé, et au regard des situations que vivent d'autres entreprises qui sont affiliées à la Confédération, qu'il était important que nous fassions une action forte, une action déterminante pour soutenir l'action de tous les travailleurs et les entreprises qui sont actuellement dans la situation que Bouygues vit. Il y en a d'autres qui vivent notre situation et qui vont aussi vivre cette situation. Donc nous avons donc demandé et appelé et reçu l'idée de soutenir
une grève de solidarité. La situation de Bouygues Télécom n'est pas en reste des autres administrations qui sont dans le bateau du gouvernement. Entre grève et fermeture des entreprises, la liste est longue. Les promesses ne servent à rien si les premières blessures ne sont pas guéries, estiment ces derniers. Au chapitre politique, créé en 1968 par Omar Bongo Ondimba, le PDG a opéré l'une des mues les plus significatives de ses 50 ans d'existence lors de son dernier congrès. La base du parti soutient-il les réformes engagées? Quel avenir pour ce parti traversé par différents courants et dont certains ont été écartés? Élément de réponse avec cet analyste politique. Ceux-là qui n'y trouvaient pas intérêt, qui n'y ont pas trouvé intérêt, aujourd'hui, ils n'ont pas d'autre choix. C'est ça aussi un parti. C'est la discipline de parti. C'est l'unité quand la décision est déjà prise par l'instance suprême qu'est le Congrès. Quand on est un militant discipliné, on ne fait pas valoir ses états d'âme ou ses problèmes personnels. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'autre choix. Soit se rallier à la grande majorité, soit quitter le bateau et être prospérer dans une autre formation politique. Au Gabon, la création d'un parti politique est libre. C'est depuis l'âge de la majorité émancipée politique. À 18 ans, on peut créer son parti politique. Le PDG doit aborder de manière démocratique, mais en position de force, les batailles électorales et les batailles politiques à venir, mais également la bataille du développement. Parce que le Parti démocratique gabonais, étant le premier parti politique en termes d'effectifs, ne peut pas être différent, ou alors ne peut pas être autre chose que le reflet de la société gabonaise. Au jour d'aujourd'hui, le PDG peut se targuer d'être un parti d'avant-garde par rapport à ses homologues sur la scène politique gabonaise. C'est le seul parti qui a un programme, qui ne soit pas qu'un programme politicien. Le PDG est un parti qui va certainement durer beaucoup plus longtemps que certains ne le pensent. Et vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, de moyens, peut-être. À quelques mois, certains annonçaient le décès, c'est-à-dire la dissolution du Parti démocratique gabonais. Le 11e congrès, les conseils provinciaux ont montré combien est-ce que cette question n'est pas à l'ordre du jour, au contraire. Sur le plan politique, 2017 a été marqué par de nombreuses vicissitudes. Aujourd'hui, nous revenons donc sur certains événements qui ont marqué notre pays sur le plan politique. Un climat politique comportant encore les stigmates de la crise post-électorale 2016 et laissant apparaître le bicéphalisme qui perdure. Un contexte qui nécessite une réponse urgente par la réforme des textes. Le regard de Arnaud Mbabekung dans ce journal. Tout comme l'année 2016, l'année 2017 sur la scène politique gabonaise n'a pas connu une amélioration du climat politique devenu très tendu à partir d'août 2016, date de la dernière élection présidentielle au Gabon. Ce climat tendu qu'a connu l'année 2017 à sa source dans la contestation née des résultats controversés de cette élection présidentielle. En 2017, certes, le climat politique est resté plus ou moins stable, on ne pouvait pas non plus parler d'accalmie. Toute initiative à ce sujet s'est soldée par des résultats mitigés. Le bicéphalisme a persisté et reste jusqu'à ce jour incandescent, en dépit de quelques centristes qui font entendre désormais leur voix en appelant à la réconciliation nationale. Un appel pour le moment sans écho favorable, les destinataires, les principaux sinon de cet appel étant chacun de son côté, on a envie de dire réfractaires, ne parvenant pas à dépasser leur clivage idéologique et positionnel. Toute tentative de rapprocher Ali Bongo Ondimba et Jean-Pierre Okoka n'a pas donné le résultat escompté. Le premier se fonde sur la légalité dont il est bénéficiaire, ce qui est d'ailleurs vrai, alors que le second justifie sa position au nom de la légitimité qu'il dit détenir du peuple. Il se considère de facto comme président élu. Au finish, on se retrouve avec un président de la République légal et un autre qui se réclame élu. Et chacun a su faire allier à sa cause un certain nombre d'acteurs politiques. L'antagonisme a conduit à la tenue des dialogues nationaux
dits inclusifs et sans tabou. Le premier à l'appel de Jean Ping, le second à la demande d'Ali Bongo Ondimba. Mais de l'avis des observateurs politiques, ni l'un et l'autre dialogue n'ont revêtu la jonction inclusive et sans tabou. Il y a eu plus de concessions entre amis et alliés politiques. L'objectivité pour un intérêt national n'étant pas de mise. Aujourd'hui, chaque concertation a bien du mal à être traduite en actes, de même qu'aucun n'a réussi à désamorcer suffisamment la tension sociale, ce qui est d'ailleurs bien dommage. Avec l'année 2018 en amorce, la question est de savoir comment parvenir efficacement à une atmosphère politique apaisée, donc dépourvue de toute crise. La réponse est à la fois simple et difficile. En effet, l'atmosphère politique lourde au Gabon est toujours la résultante des textes constitutionnels quelque peu ambigus et un code électoral ne prenant pas en compte certaines réalités sociopolitiques, difficultés auxquelles s'ajoute le rôle joué par les institutions que la population dans sa majorité accuse de compromettre le bon fonctionnement, sinon le bon déroulement de notre fragile et jeune démocratie. Ce que les citoyens voient comme une confiscation du pouvoir est à l'origine des tensions politiques enregistrées dans le pays depuis la gouvernance d'Omar Bongo Ondimba jusqu'à celle d'Ali Bongo en cours. Le dialogue est certes une arme de réconciliation, mais la réforme profonde et objective des textes instaurant une réelle démocratie l'est encore mieux. Il va sans dire alors que la révision de la Constitution encore en projet, si elle devenait effective, doit être objective. Elle doit pour cela favoriser tous les citoyens en mettant en place des mécanismes de jeu, de dévolution et de transmission du pouvoir dans une société étatique et dans des conditions de transparence dénuées de tout doute ou de toute manigance intentionnelle encourageant le favoritisme. Et l'actualité, c'est également hors de nos frontières. Emmanuel Macron a reçu à Paris le président turc Erdogan, acteur clé des crises régionales, notamment syriennes, auprès duquel il a défendu les libertés politiques. Une visite que condamnent certains politiques de gauche. Presse internationale. Un nouveau départ. Avec cette visite en France, Recep Tayyip Erdogan espère bien redorer son image auprès des dirigeants européens. Car les relations sont tendues depuis la vague de purge menée après le coup d'État manqué de juillet 2016. C'est clairement aujourd'hui la tête de pont d'une possibilité d'entente entre la Turquie et l'Union européenne. Tayyip Erdogan l'a dit très clairement avant de venir à Paris. Il entame une sorte de nouvelle ère dans ses relations avec l'Union européenne en venant visiter son ami Emmanuel Macron en France. Le président français l'a rappelé, la Turquie est un partenaire essentiel, notamment sur la question syrienne. Et une bonne entente entre les deux pays est cruciale, selon Emmanuel Macron, pour lutter contre le terrorisme et faire face à la crise migratoire. Pour autant, le président français l'a dit, il ne renoncera pas à aborder les sujets les plus sensibles, notamment la question des droits de l'homme et plus particulièrement celle des journalistes détenus en Turquie. Je continuerai d'évoquer avec la Turquie la situation des journalistes emprisonnés, empêchés d'exercer leur métier dans quelques jours. Je le ferai dans le respect, mais avec le souci de défendre, en même temps, si je puis dire, nos valeurs et nos intérêts. Les deux hommes devraient également évoquer les troubles en Iran, mais aussi la question du statut de Jérusalem. Beaucoup de dossiers sensibles seront donc au cœur de cette visite. On repense à l'offre de dialogue formulée la veille par Kim Jong-un. Le président sud-coréen Moon Jae-in a accepté mardi la main tendue. Des négociations auront donc lieu sur la participation de la Corée du Nord aux JO d'hiver. Presse internationale. C'est à Panmunjom, village frontalier où avait été signé le cessez-le-feu de la guerre de Corée en 1953, que les deux Corées vont à nouveau discuter pour la première fois depuis 2 ans. À 10h16, la Corée du Nord nous a envoyé un fax concernant la reprise de dialogue. L'ordre du jour est d'améliorer les relations nord-sud et d'aborder la question de la participation nord-coréenne aux Jeux Olympiques de Pyongyang. En début de semaine, Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, avait évoqué son souhait de faire participer son pays aux JO d'hiver qui se tiennent en Corée du Sud en février. Un signe d'apaisement renforcé lorsque Séoul et Washington ont accepté de reporter leurs manœuvres militaires après les Jeux, des exercices qui chaque année cristallisent les tensions dans la péninsule. Mais pour le Japon, ces signes de détente ne règlent en rien le principal problème, celui de la sécurité et du programme nucléaire nord-coréen.
La Corée du Nord traverse des phases de dialogue apparent et de provocation, mais de toute façon, elle poursuit le développement de son programme nucléaire et balistique. Nous n'avons aucune intention d'affaiblir notre vigilance et notre surveillance. Ces 2 dernières années, la Corée du Nord a mené 3 nouveaux essais nucléaires et multiplié les essais de missiles. Malgré les insultes et les menaces échangées entre Donald Trump et Kim Jong-un, le président américain a salué la reprise du dialogue intercoréen qui aura lieu le 9 janvier. Les sports à présent, longtemps attendus par l'ensemble des fans de football africain, le verdict des 3 finalistes du meilleur joueur africain est connu. La cérémonie liée à l'événement a eu lieu hier. L'Égyptien Mohamed Salah a eu raison de ses 2 adversaires. Yasser Nicolas Ndong. Mohamed Salah, c'est lui, l'homme le plus à présenter sur le plan international, né en 1992 à Bassiou, en Égypte, où, de ses 1m75, l'ailier droit de Liverpool et international égyptien. Mohamed Salah vient de marquer l'histoire du football africain et de l'Égypte en particulier. Ce 4 janvier 2018 à Accra, âgé seulement de 25 ans, le finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017 et meilleur buteur du championnat anglais a été couronné meilleur joueur africain de l'année 2017 par ses pairs lors de la cérémonie de remise des prix par la Confédération africaine de football. Un sacre qui fait de lui le tout premier Égyptien élu joueur de l'année. Ainsi, il réussit là où son compatriote Mohamed Aboutrika avait échoué en 2008 en occupant la seconde place. Un rêve devenu une réalité, a-t-il souligné. Le natif de Bassiou devant son coéquipier en club et international sénégalais Sadio Mané et l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Une couronne méritée au regard des performances enregistrées en club et avec sa sélection nationale, avec laquelle il a joué un rôle décisif notamment lors de la campagne des éliminatoires du mondial, en menant son pays pour la première fois au mondial. Le pharaon marquait par là les esprits de tout un peuple et du monde footballistique. Un verdict qui ne fait pas l'unanimité. Les critiques fusent de partout sur les conditions et les choix portés sur le vainqueur du Ballon d'Or africain de l'année. La Confédération africaine de football n'a jamais communiqué sur les critères de sélection, nous rapporte ici Euphrem Biogoezo. Depuis la création de la Confédération africaine de football par ses pères fondateurs le 8 février 1957 à Khartoum au Soudan, le continent africain peut se réjouir de l'évolution du football sur ses terres. Plusieurs États membres ont pu améliorer les infrastructures sportives. La phase finale de la CAN est passée de 8 équipes à 24 dès 2019 au Cameroun. Les coupes africaines des clubs connaissent désormais une participation accrue des équipes. Si l'on peut bien évidemment se féliciter de l'évolution du football africain, il n'en demeure pas moins que certains de ses dirigeants peinent à établir les règles du jeu. Pour ne parler que de la prestigieuse élection du Ballon d'Or africain, l'instance fêtière du football continental n'a toujours pas communiqué les conditions de désignation pour celui-là qui est déclaré Ballon d'Or africain. Alors qu'en temps normal, c'est le footballeur évoluant sur le sol africain qui devrait en mériter. Pour parler du vote de 2017, Vincent Aboubakar, attaquant de la sélection du Cameroun et sociétaire de la formation de Porto au Portugal, sacré vainqueur de la CAN 2017 avec son ancien sélectionneur Hugo Bros, n'ont pas figuré sur la liste des retenus. Une véritable injustice, alors que Mohamed Salah, finaliste malheureux à la dernière CAN, se voit hissé à la plus haute marche du podium, lui qui n'a aucun titre mis avec son club de Liverpool, encore moins avec les pharaons d'Égypte. Seule sa participation et son rôle à la qualification de son pays à la prochaine Coupe du Monde sont-ils les seuls arguments qui ont pesé en sa faveur. Seule la CAF a des réponses à ce jeu qui s'apparente à un jeu de dupes. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, avec une trentaine de buts à son compteur au cours de la saison dernière, ce qui l'a valu le trophée de meilleur buteur et des meilleurs footballeurs de la Bundesliga devant Lewandowski. Il se retrouve classé curieusement à la 3e place, derrière Sadio Mané, le Sénégalais qui n'a obtenu aucun titre honorifique en 2017 avec le Sénégal. Des incohérences qui sèment le doute chez de nombreux fans sur le choix des acteurs devant mériter cette haute distinction. Le nouveau président de la Confédération africaine de football et tout son staff ont intérêt à revoir leur copie au cours des années à venir pour l'intérêt du football africain, au risque de voir cette distinction perdre de sa valeur
au fil du temps. Et puis souligné au Stabilo dans l'agenda des sports, le Prytanée militaire abrite dès ce samedi 6 janvier 2018 à partir de 18h une grande journée sportive dénommée First Sport Challenge avec plusieurs disciplines sportives au programme. Voyons tout cela avec Euphrem Biogoezo. J'ai remarqué que chaque fois que j'étais venu au Gabon, c'est vrai que j'étais sollicité pour quelque chose en particulier, mais je partais toujours en flash et je n'ai jamais eu vraiment le temps d'échanger avec les jeunes Gabonais, de donner la possibilité à tous les jeunes, quelle que soit la génération, de discuter, d'échanger. Donc cette journée-là est prévue pour ça. Il y aura plusieurs disciplines et c'est justement pour ça que je suis présent. Oui, bien sûr, si je suis là pour parler du basket, on a organisé un 3x3 pour donner la possibilité à tout le monde de participer, même les filles, les dames, les petites catégories, pour que en fait le but c'est le jeu. Donc après ça va s'achever par une journée de gala, un match de gala. On va jouer contre du Ramon équipe, contre l'équipe des superstars en fait, LBV Street. LBV Street c'est quoi? C'est une équipe d'anciens internationaux, des gars qui ont raccroché mais qui continuent de jouer, donc je pense que la fête sera bien. International gabonais, est-ce que vous aurez aussi le temps d'échanger avec des jeunes qui veulent peut-être embrasser le métier de basketteur? Bien sûr, c'est ça le but, c'est de donner du rêve à la jeunesse, parce que quand ils nous voient, ils se motivent, ils rêvent à travers nous, parce qu'on a pu faire des choses qu'ils n'ont pas encore fait, qu'ils n'ont pas encore accompli. Et sans rêve, on ne peut rien accomplir, donc ce serait important pour les jeunes d'être là et d'apprendre de nous, quoi. Ils auront la possibilité de poser des questions et nous y répondrons sans problème. Nous avons plusieurs activités, notamment, comme on l'a vu avec Anthony et Fabio Bam, le taekwondo, avec des exhibitions, emmener un peu les plus jeunes, les moyens, en fait toutes les catégories proches de ce champion-là et pour promouvoir, parce que le but pour lequel nous avons emmené l'événement, c'est de promouvoir ces disciplines sportives-là et aussi pour que le jeune Gabonais puisse rêver, parce qu'ils entendent parler, ils les voient souvent dans les médias, mais ils n'ont pas la possibilité d'être proches de eux. Une information qui nous parvient à l'instant, cette grande journée sportive dénommée First Sport Challenge débutera au Prytanée militaire à partir de 8h et non 9h comme précédemment annoncé. Et puis expression libre avant de refermer cette édition d'information. Voici la question qui vous a été posée par Fabiola Mengue face à la caméra de Yvon Bertrand Koumile Kandumba. Comme les habitants de Langounié. Aucune idée. À ma connaissance, les habitants de Langounié, c'est des mots vilous. Comment appelle-t-on les habitants de Langounié? Les habitants de Langounié, oui. C'est Langounien. C'est compliqué. Aucune idée. Je sais pas. Les habitants de Langounié s'appellent les... Je ne sais pas, peut-être c'est les Ngounois ou je ne sais pas. À retenir donc pour tous ceux qui l'ignoraient jusqu'à présent, les habitants de la Ngounié sont appelés les Ngouni. C'est sur cette information que se referme ce journal réalisé par David Mitola. Merci à tous de l'avoir suivi, mais surtout, merci de votre fidélité.